Bonjour mesdames et messieurs, au micro Léon Weinstein, ville de Los Angeles, Californie. Parfois, on a envie de s'arrêter, de regarder en arrière et de réfléchir à pourquoi cela se produit. Voici un temps étrange dans lequel nous vivons. Et si auparavant je pensais que des divisions comme celle d'aujourd'hui étaient assez fréquentes dans l'histoire de l'Amérique et même du monde, je comprends maintenant que nous vivons une période vraiment unique. Ce n'est pas que cette période soit la seule, ni unique, ni même très rare, où la société s'est littéralement divisée au sein même des familles, des amis, des collègues. Et les relations enfants-parents sont simplement normales. Les enfants pensent d'une façon, les parents d'une autre, et les enfants entre eux encore différemment. Bien sûr, c'est une époque étrange. En ce moment, il y a une division entre nos deux principaux partis aux États-Unis. Dans le Parti démocrate, la moitié pense que si elle a perdu et que le parti a un taux d'approbation de 21%, cela signifie qu'il n'est soutenu que par 21% de la population. Alors ils ont fait une erreur et sont allés trop loin à gauche. Et l'autre moitié, ou peut-être un tiers, je ne sais pas, mais elle est très bruyante, affirme qu'ils ne sont pas allés assez à gauche et que c'est précisément la raison de la baisse de confiance envers le parti. Et les uns comme les autres disent de belles paroles et probablement des mots très justes, je parle de leur vocabulaire. Dans leur vocabulaire, il y a des mots justes comme partager, prendre, redistribuer, différence de revenus, manque de diversité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'ailleurs, la diversité n'est pas liée à la couleur de peau intellectuelle. Mais le fait reste un fait. Et dans le Parti démocrate, eh bien, je dirais que c'est pratiquement une guerre civile. Il est encore impossible de savoir qui va gagner. Mais il est intéressant de noter que chez les républicains aussi, malgré la victoire, il y a une division. Peut-être pas aussi profonde, mais il y a une division. De la colère, de la déception, voire même un certain désespoir. Je ne parle pas des anti-Trump. Ce n'est plus à l'intérieur du nouveau parti républicain, du nouveau cercle républicain. Ce n'est plus celui qui était là, disons, il y a 10 ou 12 ans. Je parle de Make America Great Again, même là, dans ce mouvement, il y a des divisions. Il y a maintenant une division entre ceux qui comprennent l'importance des réformes menées par Donald Trump, ceux qui se sont retrouvés dans Make America Great Again avec Donald Trump. Et donc, de ce côté-là, pour certaines autres raisons, il y a du mécontentement envers le Parti démocrate, la politique à l'égard d'Israël, la domination des bureaucrates, c'est-à-dire ceux qui ont vu les conséquences. Donc, je dirais, l'échec total de toute une série de présidents au cours des 80 dernières années. Sans compréhension, ces gens étaient et sont toujours là, sans évaluer les causes. Ce n'est pas tant sans compréhension, mais sans évaluer les raisons pour lesquelles ce qui ne leur plaisait pas se produisait. Autrement dit, Dieu merci, ils n'appréciaient pas cela, sans comprendre pourquoi. Donc la division se fait entre « je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais néanmoins des individus qui pensent de manière idéologique ». Seul un chauffeur de taxi peut facilement comprendre les raisons, alors qu'un professeur de mathématiques ou un enseignant d'histoire ou de musique peut tout aussi facilement se révéler être un idiot. Celui qui ne voit que la manifestation de la maladie, qui ne voit que l'extérieur mais pas ses causes. Dieu merci, au moins il voit, parce que la moitié du pays ou un peu moins ne voit rien du tout. Et ceux qui voient la manifestation, ils sont choqués par les actions de Trump. Ils parlent du déficit du pays. Donc oui, le déficit du pays augmente là-bas d'1 à 2 ou 3 billions par an. Mais il ne faut pas se disputer avec la Chine. Oui, là-bas auparavant, un enfant sur 100 000 était atteint d'autisme. Et maintenant, c'est 1 sur 38. Mais tout de même, il ne faut pas attaquer brutalement les compagnies pharmaceutiques et alimentaires. Oui, chez nous, les usines disparaissent. Là, 90 000 en 25 ans du 21e siècle. Mais il ne faut quand même pas se fâcher avec le monde entier, surtout avec le Canada, où nous avons beaucoup d'amis, et c'est dommage pour eux. Ceux qui comprennent les causes de la maladie et comprennent où elle nous mène, ceux-là acceptent les réformes du gouvernement actuel comme difficiles mais nécessaires. Ceux qui voient ou regardent les manifestations, les symptômes, voient leur rapprochement à la bourse, voient les chutes,
entendent que des conséquences terribles peuvent arriver et pensent « Pourquoi moi ? Pourquoi ai-je besoin de ça ?» Après tout, on ne vivait pas si mal, peut-être même mieux que tout le monde dans le monde. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut l'effort? Qui a raison? Est-ce que ça en vaut la peine? Je ne sais pas. Discutons-en tous ensemble. Je n'ai pas de solution, j'ai seulement des faits et de la logique. Et quand vous avez des faits, même une logique correcte peut être incorrecte, le syllogisme peut être absurde. D'abord, comprenons la maladie. Pourquoi Trump et ses conseillers ont décidé qu'il fallait mener des réformes urgentes, simultanées et dans tous les domaines. Une chose est tout à fait claire, la plupart des gens ne veulent pas de nouveautés. Ils en ont peur, ils craignent et détestent le changement. Si le changement signifie plus de quelque chose, alors il est clair que vous voudriez en obtenir plus pour ainsi dire. Ou si c'est moins de quelque chose dont vous voudriez vous débarrasser, c'est aussi compréhensible. C'est-à-dire, quantitativement, c'est la même chose, mais en plus grande quantité, ou la même chose, mais en moins grande quantité de quelque chose. Voilà, les changements quantitatifs sont bien accueillis par les gens, mais ce qu'on appelle les changements qualitatifs, même si le statu quo ne plaît pas, provoquent un rejet. Et bien que la majorité ne s'avoue jamais même à elle-même son aversion pour les changements, elle peut parler de certains aspects, de certains côtés des changements, que c'est trop rapide, trop brusque, trop radical. L'essentiel n'est pas dans ces trop, mais dans leur peur de la nouveauté, donc de l'inconnu. Eh bien, passons maintenant aux maladies, que tout le monde comprend qu'il faut traiter, mais comment les traiter, la majorité bien sûr ne le sait pas, n'en a pas la moindre idée. Alors, maladie numéro 1. Chaque année, les États-Unis collectent environ 4,5 trillions de dollars en impôts, je simplifie beaucoup, et les dépenses du pays s'élèvent à 6,5 trillions de dollars. Vous avez remarqué? Oui, un chiffre est plus grand que l'autre et le moins est plus grand que le plus. Donc nous devons emprunter quelque part entre 1,5 et 2 trillions de dollars par an et en 2024, le paiement des intérêts c'est sur la dette publique. Et nous continuons tout le temps à emprunter, oui, pour ainsi dire, et nous ne remboursons pas, nous ne remboursons que les intérêts. Elle s'élevait donc à 1,1 trillion de dollars. Pour que vous compreniez, nous dépensons un peu plus de 850 milliards pour la défense, l'armée et tout le reste. C'est une somme absolument folle. Pour l'année 2033, ils ont compté en 23, donc ils ont calculé pour 10 ans à l'avance. La dette publique, si nous continuons au même rythme qu'actuellement, devrait passer de 27 000 milliards aujourd'hui à 50 000 milliards en 2033. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie ? Chaque année, avec un taux d'intérêt de 3,6% par an, nous paierons 1,8 milliards. Et ce ne sont que les intérêts, ce n'est même pas le remboursement de la dette. C'est juste le paiement des intérêts sur la dette. Pour payer cette somme, nous devons réduire de moitié la sécurité sociale ou augmenter les impôts, ralentir ou même arrêter complètement le développement des affaires aux États-Unis d'Amérique. Deuxièmement, quotidiennement, des usines ferment aux États-Unis, délocalisant la production vers l'étranger. La raison principale est bien évidemment le coût élevé de production. Presque tous les pays du monde ont imposé des droits de douane, disons, sur les biens qui leur sont vitaux, ainsi que sur les produits qui assurent un haut niveau d'emploi de la population. Pourquoi ? Ils ont fait cela pour que les produits bon marché venus de l'étranger ne chasent pas les produits nationaux du marché. Donc, ils protègent leur propre population, ils protègent leurs propres producteurs. C'est pourquoi, au Japon, en Corée du Sud, dans l'Union européenne et en Angleterre, il y a très peu de voitures américaines, alors qu'aux États-Unis, il y a de nombreuses voitures japonaises, sud-coréennes, allemandes et anglaises de toutes sortes. C'est pourquoi les usines de Détroit ont fait faillite, 90 000 entreprises ont fermé au cours des 25 dernières années de ce millénaire et les ouvriers touchent le welfare et le chômage. Des millions de personnes, au lieu de verser une partie de leur salaire dans la caisse commune, en retirant de l'argent, sans jamais rien y avoir mis pendant des années, voire peut-être même jamais.
Ensuite, avec un tel niveau d'emploi, de moins en moins d'argent entre dans le trésor public, des secteurs entiers disparaissent et des millions de personnes dépendent de ce que les travailleurs restants versent dans la caisse commune. Des travailleurs. Il faut prélever de plus en plus d'impôts, ce qui, naturellement, ralentit le développement des affaires et fait baisser le niveau de vie. C'était le niveau de vie des Américains en 1924, 120 millions d'Américains. Un tiers de la population recevait des subventions de la caisse commune, c'est-à-dire qu'ils ne contribuaient pas mais prenaient de l'argent à ceux qui travaillaient et investissaient. En d'autres termes, les investisseurs n'ont plus d'argent. Tout ce qu'ils ont investi est déjà perdu. Mais en 2024, les programmes sociaux fédéraux ont dépensé 1,3 billion et les budgets locaux dépensent encore environ 740 à 745 milliards. C'est-à-dire, environ 2 billions. D'ailleurs, la moitié de ces 2 billions sert à l'entretien de ceux qui ne travaillent pas. Parce que aux États-Unis, il n'y a pas de droits de douane. Si nous avions des droits de douane, cela fonctionnerait là-bas, il y aurait un système très très raffiné. Ce qu'on appelle 40 millions, c'est 12% de la population. 12% de la population chez nous travaillerait davantage. Et en travaillant, ces gens-là ne prendraient le pas d'argent du budget, mais au contraire, ils y contribueraient. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre un peu moins à tout le monde. Ensuite, l'absence de barrières douanières a conduit au fait qu'aux États-Unis, on ne produit plus certains biens essentiels, comme par exemple les antibiotiques. Un conflit avec la Chine entraînera une absence totale d'antibiotiques, de l'acier, de l'aluminium, des semi-conducteurs, des puces. Au fait, j'ai dit plusieurs fois chips auparavant, quelqu'un m'a écrit « Nous avons des chips, ce sont les puces de là qui nous manquent ». Voici les terres rares, les métaux et de nombreux autres minéraux, des produits dont nous avons besoin pour la défense, la santé et le maintien du niveau de vie. Le robinet peut se fermer, nous sommes responsables de cette situation et nous restons passifs. Voilà, une subvention ou une taxe peut donner une impulsion à la restauration de ce qui a été inventé, développé, entre autres, et ensuite offert à la Chine ou à l'Asie du Sud-Est. La Chine exige de tous les fabricants qui viennent chez eux, que ce soit pour vendre, produire ou faire quelque chose, une explication détaillée de la façon dont le produit est fabriqué. Dès qu'un nouveau produit commence à être fabriqué en Chine, il est immédiatement copié et vendu à des prix dérisoires. Ils n'ont même pas besoin de rentabiliser les investissements de développement. Ils reviennent ensuite sur notre marché et Vincent, celui qui a inventé cette nouveauté, l'a développée, puis a lancé la production en Chine ou a commencé à vendre en Chine. Bravo aux Chinois, je ne leur en veux pas. Si c'est de l'hypocrisie, alors c'est nous les idiots. Ensuite, dans toutes les universités et centres de recherche des États-Unis, sous couvert d'étudiants ou de jeunes chercheurs ayant fui la Chine, des dizaines de milliers d'agents de renseignement formés travaillent. Tout ce qui est développé aux États-Unis est volé avant même d'être mis en œuvre, rapidement appliqué et diffusé dans le monde entier. Alors, quand nous lançons cela après avoir dépensé des années et des milliards, nous sommes déjà en retard. Ensuite, les producteurs étrangers, eux, de pétrole dépensent d'énormes sommes pour empêcher les écologistes de permettre le développement de la production d'énergie aux États-Unis. La Russie, le Venezuela, l'Iran et, je soupçonne, beaucoup d'autres subventionnent des mouvements qui entravent l'extraction, le transport, le stockage et le raffinage des sources d'énergie. Les pots de vin sont pris aussi bien par les démocrates que par les républicains, ce dont nous nous sommes déjà convaincus à plusieurs reprises. Le syndicat des enseignants a fait en sorte que l'éducation scolaire aux États-Unis soit la plus chère du monde et la pire parmi tous les pays développés. Avec cela, je nous félicite tous. La prochaine chose issue de la philosophie libérale, ne pas remarquer la couleur de la peau, le sexe, l'âge, c'est-à-dire prêter attention non pas aux connaissances et aux compétences, mais à la couleur de la peau, au sexe et à l'âge. Et aussi les préférences sexuelles, comme ils disent. Et aussi à la religion, oui, parce que si tu es trop chrétien, c'est mal, mais si tu es musulman, par exemple, c'est merveilleux.
La capacité de bien piloter des avions n'est plus la principale chose lors du recrutement des pilotes. Ce qui compte maintenant, c'est l'orientation sexuelle du futur pilote. Je peux tenir encore 1 à 3 heures, sans problème. Les femmes ne gagnent pas les compétitions sportives parce que des hommes ont été introduits dans le sport féminin. 10 à 12 millions de clandestins sont entrés aux États-Unis. De l'argent a été dépensé pour eux, alors qu'il aurait dû servir à préparer Los Angeles contre les incendies. 14 000 maisons ont brûlé. Les nouvelles recrues ont cessé de s'enrôler dans l'armée. Maintenant, sous Trump, 4 millions de sans-papiers ont de nouveau obtenu des numéros et peuvent désormais voter. Les démocrates nous ont juré qu'ils ne pourraient pas voter, mais une partie d'entre eux a déjà voté. 50 millions de dollars sont partis au Nigeria. Mais enseigner aux Africains que l'homosexualité est tout à fait normale, ils ne le savaient pas. Plus de 200 millions ont été remis à la direction du Hezbollah d'Al-Qaïda, je ne plaisante pas, du Hamas et de l'Irak. Je pourrais continuer indéfiniment, mais arrêtons-nous là. Tout cela a conduit l'Amérique sur la voie de la faillite financière et morale et à une adhésion silencieuse au projet mondial. Un seul gouvernement pour le monde entier, une seule armée, une seule administration policière, une seule monnaie. Eh bien, c'est impressionnant, oui, un seul niveau de vie, tu travailles ou pas? C'est-à-dire vers un socialisme planétaire, mais pas à la Lénine, plutôt à la Duccio Mussolini, développé actuellement en Chine et permettant de contrôler la population mondiale sans la moindre chance de résistance de sa part. Et là-bas, il reste l'ancien espoir russe d'un bon tsar. Et bien sûr, les intrigues de palais, les complots, les assassinats à la manière de Tibrout et les passions, et les intrigues de la cour de Madrid. C'est une perspective remarquable pour les conformistes, pour 98,7% de la population de la planète et terrible pour les autres. 0,3% ou 0,3%, ceux qui sont vraiment importants pour la population, pour le mouvement vers une amélioration du niveau de vie, du niveau de liberté, du niveau de sécurité, avec le droit de rechercher le bonheur. Et ce bonheur, c'est celui que chacun d'entre vous souhaite pour lui-même. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et puis, bien sûr, l'antisémitisme dans les universités, c'est la première fois depuis le Reich. Il semble que tous ceux qui voulaient Trump et tout ça, ceux qui voulaient un avenir de droite et non de gauche, comprenaient cela. Mais quand Trump a commencé à travailler sur tous les problèmes mentionnés ci-dessus et sur beaucoup d'autres questions urgentes, beaucoup de gens ont pris peur. Voici ce qu'a écrit sur son réseau social notre amie proche de Togo, qui se réjouissait avec nous de la victoire de Trump. Elle a appelé cela son cri du cœur. C'est exactement, de mon point de vue, un cri du cœur. On approche des 100 jours après Trump. Je ne sais pas ce que cela signifie, je pense que c'est après l'arrivée de Trump, probablement. Voilà ce qu'elle écrit. C'était une attente douloureusement longue d'un miracle. Peut-être que certains ont plus de patience ou de clairvoyance, mais il semble qu'ils soient aujourd'hui en minorité. Donc, la majorité, ce sont ceux qui, apparemment, ont perdu patience. Je m'exprime rarement sur ces sujets et je partage une vision strictement personnelle de l'approche des 100 jours de la politique de Trump 2, c'est bien sûr personnel. Personne parmi nous ne sait exprimer l'opinion des autres. Voilà à quoi cela a mené, a-t-elle écrit, mon vote de protestation. Autrement dit, elle n'a pas voté pour Trump. Bien que j'ai été complètement surpris, honnêtement, en entendant que le vote pour Trump était un vote de protestation. Je me souviens d'elle aux manifestations pro-Trump, drapeau à la main, de nos échanges sur lui comme notre unique espoir. Soudainement, elle dit que c'est intéressant. Est-elle malhonnête ou s'est-elle convaincue qu'elle n'a pas voté pour Trump, mais contre Biden et Harris ? Ensuite, elle écrit « Je ne peux pas ne pas réagir au chaos universel dans le monde et dans mon pays que j'aime, au chaos dans le monde et dans mon pays. » C'est-à-dire, de son point de vue, il y a maintenant le chaos dans le monde et dans le pays, et c'est à cause de Trump.
Denanju Oji, il est clair de quoi il s'agit. Pour l'instant, une économie insignifiante à l'échelle du pays a conduit à l'antagonisme et à des licenciements massifs. Qu'est-ce que cela signifie insignifiant? Par exemple, 200 milliards par an, c'est insignifiant. Pour moi, c'est sérieusement significatif. Et puis, il y a eu des licenciements massifs de fonctionnaires, principalement, non, en fait, 100% de fonctionnaires qui sont restés à la maison pendant 4 ans sans se présenter au travail. Soudainement, ils se sont réveillés et s'interrogent sur leur façon de travailler. Ils ont touché des salaires tout ce temps sans aller travailler à nos frais. Nous savons tout cela, c'est tout. Ils se montraient eux-mêmes chaque jour sur les réseaux sociaux. Bon, d'accord, alors. Ensuite, elle écrit « Tout le monde dans le pays a flippé, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, au gouvernement. Même dans les rangs de ciment de Make America Great Again, il ne restait que les plus acharnés. » Et là, il a commencé à choisir des mots auxquels je ne m'attendais pas du tout de la part d'une personne qui, en général, toutes ces années, était à côté, communiquait, exprimait, écoutait les mêmes pensées. Dans les rangs de ciment de MAGA, il ne restait que les plus acharnés, les plus extrêmes. De plus, cela ne reflète pas la réalité. Il y a environ 4 jours, il a été rapporté que 2% des électeurs de Trump avaient changé d'avis. Donc, 98% sont restés ses plus fervents partisans. D'ailleurs, plusieurs millions de personnes ont quitté le Parti démocrate pour rejoindre MAGA. Mais cela n'a pas d'importance pour les émotions, je comprends. Une phrase populaire de Trump, qui est souvent citée en réponse à tout cela, je continue de lire. La voici. Que si ce n'était pas pour lui, personne ne serait ici. Honnêtement, je n'ai pas vraiment compris cela. Sans lui, personne ne serait là. Eh bien, je comprends que c'est une sorte de réaction à l'idée que si j'avais été là, il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine. Eh bien, ou quelqu'un d'autre, mais sans lui, personne ne serait là. Eh bien, je ne comprends pas. Peut-être que vous comprendrez plus loin ces méthodes pour résoudre les problèmes avec facilité. Begemoth, tout de suite, pour ainsi dire, il y a une attitude compréhensible, oui, il surprend, il transforme les amis en ennemis et les ennemis en amis. Eh bien, ici, essayons un peu de comprendre ce qui est écrit. Parce que là, c'est déjà, pour ainsi dire, c'est déjà un coup, encore un coup, encore un coup. Et donc, si mes amis sont ceux qui me chassent, alors il vaut mieux avoir des ennemis. Israël, autrefois ennemi d'Obama et de Biden, est désormais l'allié de Trump. Je ne comprends pas si c'est mal. Ou bien l'Arabie Saoudite entière, 2/10 de milliards de sunnites, détestait Biden et adore Trump. C'est probablement encore mal. Ah, peut-être à propos de Zelensky? Il n'a jamais été un ami. Il nous a trahis dès sa toute première interview. Dès le 2e, le 3e jour après être devenu président. Il a eu une interview où, excusez-moi de le dire ainsi, il a sali Donald Trump de la tête aux pieds dans cette interview. Il est arrivé au pouvoir et a immédiatement sali Donald Trump. Quelques mois se sont encore écoulés et il a refusé de transmettre les documents qui avaient déjà été collectés. Il y a des éléments qui auraient pu révéler aux Américains la véritable nature de Joe Biden et de sa famille. De quoi s'agit-il exactement? Ensuite, il est allé faire campagne pour la démocrate, donc pendant sa lutte contre Trump. Etc. Il a signé un contrat avec l'Angleterre. Discrètement, nous n'en savions rien pour 100 ans de coopération comme dans ce contrat. Il a transféré là-bas des minéraux à l'Angleterre, puis il a bruyamment annoncé à la France que la France participerait à l'exploitation de ces mêmes minéraux qu'il avait remis à l'Angleterre. Puis soudain, il nous a annoncé qu'il pouvait échanger notre aide contre ces minéraux et il a commencé à négocier avec nous. Sans, c'est-à-dire, il n'a jamais été notre ami. Il voulait quelque chose de nous et il en a obtenu beaucoup. Encore une fois, je ne lui reproche pas cela. N'importe qui viendrait et demanderait, mais lui, de temps en temps, il franchissait et franchit encore aujourd'hui la limite. Et il dit des choses du genre « Vous nous devez quelque chose, nous vous protégeons, si ce n'était pas pour nous, tout le monde vous aurait déjà éliminé, etc. etc. » 500 ailleurs, tout le monde le sait, et lui aussi, que ce n'est pas vrai. Voilà. Ah, nous n'avons pas essayé de l'aider, mais d'aider l'Ukraine. En réalité, nous avons essayé d'aider l'Ukraine, mais l'Ukraine ne veut pas vraiment de notre aide, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas d'aide à nos conditions. Du genre, donner de l'argent, payer. Vous savez, c'est comme si vous veniez au cinéma. Donne 5 roubles et puis va-t'en d'ici. Mais le pré-bail ne leur a pas été utile, nous avons enquêté sur leurs activités.
Ne faites pas d'argent, laissez-nous tranquilles et ne vous mêlez pas. Bon, ça suffit maintenant, d'accord? Voilà. Et maintenant, donc, il écrit la suite. Il trace un chemin d'amitié avec un criminel international et propose de coloniser sa victime. Quel est le problème avec Poutine? C'est vraiment ça? Trump qui a bloqué le Nord Stream de Biden l'a autorisé, Trump qui a fait tirer sur les Wagner, a bombardé un aéroport avec du gaz russe, a fait baisser le pétrole à $36 le baril, a pratiquement ruiné la Russie, a commencé à approvisionner l'Europe en gaz liquéfié, a commencé à couper à la Russie la possibilité de commercer avec ses ressources énergétiques aux Philippines et au Vietnam. Sans est comme ça qu'il se bat pour Poutine, un tel ami de Poutine. Donc, cette légende, ce mensonge inventé par Hillary Clinton, nous est maintenant raconté par une personne qui a voté pour Trump. Eh bien, c'est tout simplement génial, coloniser la victime. C'est intéressant en fait, comment l'Ukraine tient-elle avec ses propres armes? Non, elle n'en fait pas assez. En suédo-allemand, en bulgare, en letton. Et combien l'Ukraine paie-t-elle au seul pays pour les armes grâce auxquelles elle survit? Elle ne paie rien. L'Ukraine se prépare à reconquérir des territoires. Très probablement, avec les armes fournies par les Européens et Biden, oui, avec les armes qu'ils ont livrées, la Russie va conquérir toute l'Ukraine. Ce n'est pas Trump qui a commencé cette guerre, c'est Poutine avec la complaisance de Biden et l'incompétence et l'idiotie de Zelensky. Alors, excusez-moi, est-ce que j'ai tort de dire que l'Ukraine sera soit démembrée, soit complètement conquise? Trump n'a rien à voir avec cela, c'est Zelensky et son gouvernement qui sont responsables. Ses conseillers, écrit mon ami, propagent des mensonges fantastiques, tout comme lui-même, en déformant cyniquement les faits sur le sang versé en Ukraine et sur son président. Je ne me souviens d'aucun mot de mensonge. Alors, ne généralisons pas, mais donnons un exemple concret de mensonge dont nous savons qu'il s'agit d'un mensonge. Près de Koursk, quand on disait que l'opération était idiote, elle avait été inventée par les conseillers de Kamala Harris, elle n'avait pas été inventée par l'armée ukrainienne, elle avait été inventée par les conseillers de Kamala Harris. Quand ils avaient besoin de montrer qu'ils avaient une victoire là-bas, les Ukrainiens étaient encerclés près de Donetsk, les Russes avançaient. Zelensky n'a pas l'intention de sauver le peuple et propose de se battre jusqu'au dernier Ukrainien, mais il n'y a pas d'armes. Et 10 millions d'Ukrainiens se sont enfuis. Ce n'est pas du tout comme en Israël, où tous ceux qui étaient à l'étranger sont revenus en courant. Là-bas, la situation est différente. Là-bas, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Je ne dirai rien, car ils se battent et se défendent maintenant. Et puis, dans ce cri de l'âme, il est écrit « Et qu'en est-il du Groenland ? Allons-nous l'annexer ou attendons-nous que le Canada devienne le 51e État ?» D'une part, cela ne semble pas avoir de rapport, mais d'autre part, comme il a été justement remarqué, ça en a un. La seule chose que je veux dire, c'est que lorsque quelqu'un ne comprend pas pourquoi quelque chose se passe, eh bien, cette personne ne pense jamais « suis-je idiot ?» ou idiote, mais ils pensent que ceux qu'ils n'ont pas compris sont des idiots ou des ennemis. Non, vous n'avez pas compris, parmi 2 ou 3 personnes, l'idiot, c'est vous. Ensuite, il est écrit, avec une allusion à peine voilée à la transformation du gaz, que c'est avec l'Iran, car la résolution de ce problème mène directement à une menace pour Israël, et cela, comme elle le sait, est une allusion à peine voilée. Cette idée est discutée depuis déjà 15 ans. D'après ma mémoire, le fait que tu ne la connaisses pas ne veut pas dire quelle est ces nouvelles, mauvaises ou stupides. Qu'en est-il d'Iran? Le Hamas va-t-il l'emporter? Nous réglons la question des otages. S'il s'agissait de tes proches, tu sais, ton fils par exemple, s'il était là-bas, tu chanterais une autre chanson, n'est-ce pas? Et nous déciderons quoi faire. Après cela, le Hezbollah a été repoussé. Les Houthis sont attaqués par les États-Unis à l'instigation d'Israël. L'Iran effrayé en raison de 3 organisations terroristes qui attaqueraient immédiatement en cas de frappe contre le pays. Ce qu'on appelle une dague. Bientôt, elles disparaîtront. Netanyahou avait déjà approuvé le plan lors de sa venue. Comment Trump a-t-il offensé Israël? Pouvez-vous expliquer? Et qu'en est-il de la lutte contre l'antisémitisme, ici, dans le pays? Ça t'agace aussi? Ensuite, il est écrit
Et c'est quoi ce bazar tarifaire insensé qui se passe avec la Chine? Qu'est-ce que l'Europe et l'Asie vont encore nous montrer? En échange de ces revendications? À l'approche des 100 jours, Donald Trump promet toujours de rendre l'Amérique encore plus grande. Mais pour l'instant, il distribue seulement ses balles de golf personnalisées. Il joue comme un enfant. Il joue avec le marché, c'est clair. Il joue avec le marché comme un enfant avec son zizi. Il joue avec le marché comme un enfant avec son zizi. Il se moque de la morale, du droit international et oblige tout le monde à écouter ses délires. Dans cette situation, il est impossible de se taire, protester, chacun décidera lui-même où mettre la virgule. Eh bien, c'est clair, pour ainsi dire. Qui ne le sait pas, Piotr Ier a écrit « Il faut exécuter, on ne peut pas gracier » et n'a pas mis la virgule. Et ce bazar tarifaire, tu n'as rien compris, parce que tu ne peux tout simplement pas comprendre. Donald Trump effectue des changements absolument géniaux. Il modifie le système de financement du pays et les relations entre les marchés mondiaux. Pour dire que quelqu'un raconte n'importe quoi, il faut comprendre ce que Donald Trump fait et dit, et ensuite seulement dire non. Je comprends son objectif, mais il ne le fait pas de la bonne manière, parce qu'il y a une alternative, on peut le faire autrement, mais mieux. Quand tu ne comprends absolument pas ce qu'il fait, comment peux-tu dire que c'est stupide ? Je ne sais pas qui raconte des bêtises. Allez, je vais arrêter de lire ça. Ça veut dire le message fixe baby fixe. Enfin, c'est genre, tu vois, enfin c'est ça, creuse. Creuse pour le pétrole, creuse. Oui, on peut dire ça, oui. Et tout ce qu'il a fait. Il reste 1370 jours, le temps est compté, fin de la lettre. Alors, que fait Donald Trump ? Premièrement, il fait passer le pays du pillage des travailleurs par les impôts à la collecte de fonds auprès de ceux qui veulent commercer. Sur le marché américain, si tu veux importer des marchandises chez nous, paie la taxe. Sinon, ne paie pas. On ne force et on ne menace personne avec une arme. Le meilleur marché du monde, le marché le plus vaste du monde. Tu veux venir ici, paie-nous la taxe. Des millions et des milliards de marchandises seront importées ici pour payer la taxe. Deuxièmement, il établit les conditions dans lesquelles le retour de la production commencera aux États-Unis. En premier lieu, pour ce qui est stratégiquement nécessaire aux États-Unis. Eh bien, y compris les médicaments. Troisièmement, il crée des conditions idéales pour les investissements dans le pays, en particulier dans les hautes technologies. Cela créera des emplois, mais surtout, cela donnera le leadership dans d'autres secteurs de production de technologies de pointe. Quatrièmement, il renforce l'armée. Cinquièmement, il réduit fortement les dépenses de l'État en augmentant les recettes. C'est-à-dire qu'il commence par établir un budget équilibré pour le pays, puis il commencera à rembourser nos dettes. Pas les intérêts, mais les dettes elles-mêmes. Sixièmement, l'arrêt de l'afflux d'immigrés illégaux. Auparavant, 5 à 6 000 personnes entraînent chaque jour. Aujourd'hui, seulement 380 tentent d'entrer par mois. L'expulsion des personnes qui sont venues chez nous dans notre maison sans demander ni permission. Septième, l'arrêt des subventions aux universités antisémites. Pourquoi cela ne plaît-il pas aux Juifs ? Eh bien, en passant à l'Ukraine et à Israël, l'Ukraine ne peut pas vaincre la Russie toute seule. Eh bien, elle ne le peut pas. Malgré sa taille considérablement supérieure, la Russie n'a pas réussi à vaincre l'Ukraine en 3 ans de conflit. Un pays producteur ne peut pas vaincre l'Ukraine, parce que l'Ukraine tient grâce à ces gars qui, pour ainsi dire, se sont levés et ne laissent pas passer, avec un minimum d'armes. Voilà pourquoi personne, pour l'Ukraine, ne veut envoyer ses fils mourir. Et personne ne veut non plus payer pour l'Ukraine pour son refus des 2 accords de Minsk, pour le développement de l'industrie de défense, pour les tentatives d'établir des relations avec la Russie. Ils ont financé pendant 3 ans, mais ne veulent plus continuer. Maintenant, l'Angleterre va solennellement donner 2 milliards par an, 2 milliards par an, ça fait combien ? Après 4 jours de guerre, la France dépense également 2 milliards d'euros par an. Ça fait 8 jours, 9 jours, si on étale, s'ils donnent pour 9 jours de guerre. Donc, soit, mesdames et messieurs, la Russie va envahir l'Ukraine, soit quelqu'un aidera à arrêter ce massacre avant que tous les Ukrainiens ne soient tués et que toute la terre ne soit conquise. Donald Trump essaie d'arrêter tandis que l'Ukraine et la Russie, d'ailleurs la Chine, l'Europe et tous les autres,
veulent que la guerre continue jusqu'au dernier Ukrainien. Ce n'est pas Donald Trump qui a commencé cette guerre, sous lui elle n'aurait pas eu lieu, comme d'ailleurs il n'y aurait pas eu non plus d'attaque du Hamas contre Israël. Donald Trump aide Israël à se débarrasser des Houthis. Dès que la question des otages sera réglée, il aidera aussi avec le Hamas. Le Hezbollah a été repoussé de la frontière israélienne. Il reste à régler la question du programme nucléaire et de l'arme atomique de l'Iran. Cela sera effectué avec Israël couvert par la flotte américaine. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de la Russie, mais la punir n'est pas le rôle du président américain. Je serai pour dissoudre l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Organisation mondiale du commerce et les autres organisations que je juge inutiles. Donald Trump pourrait bientôt commencer à le faire. Tout ira très bien, nous allons économiser énormément d'argent que nous jetions simplement par la fenêtre. Et il n'y aura plus ces idiots agaçants qui votent uniquement parce qu'on leur donne quelque chose pour cela. Avec la Chine, nous aurons une guerre douanière et certains produits, jusqu'à ce que d'autres fournisseurs arrivent, seront plus chers. Mais nous représentons 18% des exportations chinoises, alors que les exportations de la Chine représentent 85% de leur budget. C'est-à-dire sans nous, mesdames et messieurs. Eh bien, avec encore quelques pays, ils vont à la faillite, ce qui signifie des troubles et des révolutions. Peut-être pas très réussis, évidemment. Mais le déséquilibre de la population entre les régions côtières et l'intérieur de la Chine est si énorme que la situation y est explosive, et cela peut s'embraser à tout moment. Là, ils perdent, ferment des usines. Vous avez vu ce qui s'y passe. Actuellement, en Chine, personnellement, je ne pense pas que la Chine tiendrait dans une guerre contre nous. Je parle de la guerre actuelle qui se déroule jusqu'à la fin de l'année, mais je peux me tromper. Ils capituleront d'ici fin mai. Faut-il commencer à nettoyer les écuries, mesdames et messieurs? L'Amérique va s'effondrer. On donnait 4 à 10 ans à l'Amérique. Si Kamalova arrivait à la tête du pays à ce rythme, 4 à 10 ans. Il n'y aura plus moyen de sortir de cette situation. C'est pourquoi maintenant ou jamais, nous avons une chance de gagner. Il faut donc agir avec fermeté, rapidement, sur tous les fronts et prier pour le commandant en chef que Palmyra rêve de tuer. Et nous devons le protéger car aujourd'hui, il est notre seul espoir. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sérieusement sur tout ce que j'ai essayé de vous expliquer, nous avons un cours de vidéo de 10 minutes, dont je vais vous envoyer le lien. Regardez-le. Il s'agit de comment construire un pays pour que tout cela n'arrive pas, afin qu'après Trump, nous ne retombions pas dans le kamalaharisme. Au revoir, les sous-titres ont été créés.